Donc, je m'appelle Pam, j'ai un organisme de formation qui est spécialisé dans le développement personnel et tout ce qui touche à l'identification des projets professionnels. Nous avons été, il y a peu de temps, certifiés Google, donc notamment pour leurs applications. Nous travaillons essentiellement donc avec les applis Google et j'ai intégré le DU notamment pour gamifier nos formations et puis que ce soit beaucoup plus ludique pour nos stagiaires. Voilà. Thierry, je te laisse la main. Eh ben écoutez, merci d'avoir tenu toute la journée. Euh, alors, j'ai une demi-heure pour vous présenter plein de choses. Voilà, tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Bon, ça marche. Oui. Alors, moi, je vais vous parler de... déjà, je fais un bonjour à tous ceux du DU, et puis à tous ceux qui sont pas du DU, qui sont venus découvrir un petit peu ce qu'on y fait dans ce DU, apprendre par le jeu. Moi, je vais vous parler de ludopédagogie et de gamification professionnelle à l'aide de Gather Town, qui est une application web de gestion de communauté en ligne. Et selon comment on l'utilise, on va pouvoir faire de la formation, on va pouvoir faire de la gamification et on va pouvoir faire des choses relativement poussées. Alors voici le programme. Alors je vais vous parler déjà du contexte professionnel, pédagogique et ludopédagogique. Ensuite, on va voir Gathertown par rapport au domaine de la formation, ce qu'on peut en faire. Ensuite, je vais vous parler du jeu que j'ai développé l'année dernière, de mon premier jeu qui est la base d'une formation de 2 jours sur les approches agiles et qui a été transformé en distanciel, et notamment grâce à Gathertown. Je vous montrerai aussi dedans comment, en fin de compte, j'ai été amené à créer d'autres jeux qui sont devenus autonomes et qui sont même devenus une gamme de produits autonomes qui sont utilisés dans d'autres formations, notamment la gamme Chronoline. Ensuite, le concept de formation sur la base de Gathertown, je l'ai réutilisé pour d'autres formations et qui ont des spécificités bien particulières et notamment sur la gestion de projet et sur la ludopédagogie. Et donc, je vous montrerai comment je suis passé de la première structure qui était particulière, qui était très liée à ce qu'était le sujet de la formation. Et en fin de compte, toute la partie ludopédagogique, elle est intimement liée au contenu pédagogique. Voilà, on gamifie pas, enfin moi je ne gamifie pas de la même manière les formations en fonction de ce qu'il y a dedans. Ensuite, on verra les 3 déclinaisons de jeux de cartes qui ont beaucoup évolué grâce à tous les participants, grâce à tous ceux qui ont joué. Je vous parlerai de la manière de designer Gathertown pour en obtenir plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et à la fin, je vous parlerai d'une asso indépendante, de ludopédagogue, qui est en train de se créer, qui est en projet depuis 1 an. Alors, moi je m'appelle Thierry Secqueville, j'ai 58 ans. Après avoir travaillé 25 ans dans la R&D, scientifique, technique, gestion de projet, je suis devenu formateur indépendant il y a à peu près 10 ans. Et depuis ces 10 ans, j'utilise la ludopédagogie parce que j'ai été amené à travailler sur des formations où il y avait une nécessité d'engager les étudiants et surtout d'obtenir des résultats sur le développement des connaissances, sur le développement des compétences. En parallèle, je fais de la gamification professionnelle pour des activités, des événements professionnels, par exemple des conventions nationales et des choses comme ça. Et puis, j'ai été amené, à la suite de ces 2 activités, à créer des jeux sérieux pour l'apprentissage, dont j'ai été le premier client, le premier utilisateur, et je suis rentré dans une logique où maintenant, il faut que je commence à penser mes jeux pour qu'ils puissent être utilisés par d'autres formateurs. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est pas si simple que ça. Alors, du point de vue scientifique, moi j'ai travaillé 10 ans dans la recherche biomédicale et notamment j'ai découvert l'agilité dans les années 80-90. Alors ça c'est important parce que j'ai connu le développement de l'informatique moderne, des nouvelles technologies. En 2017, j'ai attaqué une première année de doctorat autour de la ludopédagogie. J'étais dans un environnement
qui n'étaient pas propices à pouvoir faire des choses relativement innovantes. Donc au bout d'un an, j'ai arrêté et j'ai continué ma route. En 2020, j'ai fait le DU à PLJ, donc j'ai eu la chance de rencontrer toute l'équipe, que je salue, Antoine Tali, Julien Alvarez, et puis tous les autres intervenants. Et il est peut-être question que je reprenne un doctorat en 2022 sur des sujets un petit peu plus pointus. Le contexte pédagogique dans lequel j'évolue. Je fais de la formation professionnelle et dans les écoles d'ingénieurs en informatique et en management. Donc j'ai des participants qui ont des profils bien particuliers. Ce sont des directeurs, des DSI, des directeurs QSE, des managers, des experts, des ingénieurs, des cadres. Ils appartiennent à des structures aussi très différentes, avec des profils vraiment très différents, donc des administrations publiques, privées, l'éducation nationale, des grands comptes, des PME, des startups, des associations, des TPE. Les domaines dans lesquels j'évolue, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, sont une grande partie des sciences de gestion, pas mal dans l'infocom, dans l'informatique, et une partie dans les sciences de l'éducation et de la formation. Et bien sûr, beaucoup plus récemment, ces dernières années, dans le domaine de la ludopédagogie. Alors, je suis un adepte des pédagogies actives, et je suis dans un contexte, on va dire, métier, business, où j'ai pas toujours des informations sur les apprenants que je vais avoir, sur les conditions dans lesquelles ça va se passer. Et donc, j'ai eu très rapidement besoin d'avoir une forme de modèle de formation, notamment de formation gamifiée, qui puisse être adaptable et flexible. Déjà en fonction des participants. Quelquefois j'ai des experts, quelquefois j'ai des complètement débutants, quelquefois j'ai des gens qui ont même du mal à utiliser l'informatique. En fonction de ce qui se passe aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que si on fait ces formations-là, on doit atteindre des objectifs pédagogiques, d'accord, donc on va apporter de la valeur. Donc en fonction des attentes, des besoins qui peuvent être différents, et puis en fonction des modes de réalisation, le distanciel, le présentiel. Alors, ce qui caractérise les formations dans lesquelles j'interviens, c'est que ça nécessite une expertise réelle. Donc c'est intimement lié à mes formations et à mes jeux. Donc de la ludopédagogie, parce que c'est un choix que j'ai fait en termes de moyens. Pourquoi? Pour amener de l'expérience immersive. Alors, c'est pas la 3D quand je dis immersive, c'est-à-dire que les apprenants se retrouvent dans des véritables situations métiers, avec des vrais problèmes métiers. Et puis, de manière à être adaptable, comme je viens de dire, il faut qu'on utilise de l'agilité. Mais au vrai sens du terme, hein. Je fonctionne sous forme itérative, incrémentale, avec un backlog de formation. Alors, c'est pas très courant dans le monde de la formation, puisqu'on a des programmes très structurés où c'est presque chronométré au quart d'heure, mais c'est ce qui permet d'apporter vraiment de la valeur ajoutée à une cible qu'on ne maîtrise pas forcément dès le départ. Alors, mes domaines de formation, voici les grandes catégories. Ça touche le web, la bureautique professionnelle, l'agilité, la gestion de projet, qui est vraiment une grosse partie, le management visuel, tout ce qui est informatique, tout ce qui est modélisation, communication, mind mapping professionnel, télétravail, pédagogie, ludopédagogie. Et pour vous donner un exemple, alors là, vous ne pouvez pas voir toutes les formations, mais l'ensemble des formations sur lesquelles j'interviens régulièrement, ça représente à peu près toute cette masse-là que j'ai gamifiée au fur et à mesure depuis 2013, et les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Alors, ce qu'on retrouve toujours, c'est des objectifs pédagogiques smart, opérationnels. Ce n'est pas des formations où on fait de la sensibilisation. Il y a des gens qui payent cher pour développer des connaissances, comprendre des sujets, des méthodes transverses qui sont toujours pas faciles à comprendre, et puis pour développer des compétences. Et moi, le jeu, c'est un moyen pédagogique, c'est pas un objectif. Hein. Donc c'est un des moyens pédagogiques, c'est pas le seul. C'est une boîte à outils, et c'est aussi l'ouverture vers d'autres horizons. Alors ça, c'est important parce que grâce au jeu, on peut amener les personnes à bouger, à aller dans des espaces, à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans des formations standards. Et puis pour le côté impactant et efficacité. Alors, bon, on va passer très rapidement sur tous les points en commun qu'on retrouve dans toutes ces formations. On retrouve l'adaptabilité,
je dois avoir de l'évolution ludique qui doit être possible, c'est-à-dire pas des jeux qui sont fixés, donc je dois pouvoir les faire évoluer en fonction des retours d'expérience, en fonction des contenus aussi, en fonction de tout ce que je peux récupérer d'intéressant. Et puis, ces formations, je veux les faire passer en mode seamless learning, c'est-à-dire on doit pouvoir apprendre avant la session de formation, pendant, après, de manière synchrone et asynchrone. Alors ça, c'est pas, on a du mal à vendre ça dans les organismes de formation, mais c'est quelque chose qui est très efficace. Je veux avoir un lien de dépendance minime avec des solutions d'éditeurs. Alors ça, c'est pas encore gagné, mais j'y travaille. Et puis, il faut que ce soit utilisable par d'autres formateurs et enseignants après formation. Alors, mes outils pédagogiques, c'est du classique hein, par rapport à ce que font tous les formateurs. J'ai du learning by doing, la pédagogie par problème, par projet, la pédagogie inversée, ça marche pas mal. Une alternance des modes compétitifs, collaboratifs, coopératifs, bien sûr de la ludopédagogie, une alternance des formes ludiques aussi, et puis toutes mes formations, tous mes jeux, ils doivent être compatibles en distanciel et en présentiel. Alors j'ai mis en distanciel en priorité parce que c'est un choix de mon activité de travailler la plus grande partie en distanciel. Alors, les outils ludiques que j'utilise, les composants ludiques que j'ai choisi d'utiliser dans mes jeux, on les retrouve ici. Bon, ça permet de s'adapter à un maximum de profils différents de participants. Alors j'utilise bien le mot participant et pas de joueur ou d'apprenant, parce qu'en fin de compte, les personnes sont là pour apprendre, pour développer des compétences, pas forcément pour passer du temps et pas forcément pour rigoler, mais ça n'empêche pas, on peut très bien apprendre en étant très motivé et en ayant beaucoup de plaisir et en voyant pas le temps passer, c'est ce qu'on cherche à obtenir avec la ludopédagogie. Donc, à chaque fois, dans les jeux, je vais essayer d'aller chercher le maximum d'éléments parmi cette palette que je vous propose. Hein. Et c'est du classique, hein, c'est ce qu'on retrouve partout dans les définitions des jeux. Alors c'est pour ça que je fais très peu de jeux de facilitation, mais plutôt des jeux pour apprendre, pour développer des expériences complètes sur lesquelles on prend les apprenants, on les emmène dans un univers métaphorique qui n'a rien à voir avec leur univers habituel. On les sort de leur zone de confort, mais on les fait travailler vraiment sur les problématiques sur lesquelles ils doivent travailler, et ensuite on les ramène dans le monde du réel, avec tous les processus de feedback qui sont connus par tous les ludopédagogues. Et c'est grâce à ça qu'on arrive ensuite à ce qu'ils se projettent dans leur environnement professionnel et ce qu'ils arrivent à trouver leur solution. Voilà. Donc on est presque dans l'ordre du coaching sur la fin des sessions. Alors, la problématique de passer du présentiel au distanciel, ça a été ma problématique pendant le confinement. Je voulais avoir une communication audiovisuelle. Bon, bah ça, n'importe quel outil de visio le fait, mais ça me plaisait pas. Je voulais avoir des espaces collaboratifs et individuels, ça j'avais déjà. Je voulais avoir du management visuel, ça j'avais déjà. Je voulais avoir de la spatialisation, et ça j'avais pas. Et puis je voulais avoir un environnement interactif peu chronophage, c'est-à-dire qu'il va pas prendre forcément des grosses machines ou qui va faire installer des logiciels. Donc j'ai fait un choix, j'ai essayé énormément de solutions, et puis j'ai choisi l'application web américaine qui s'appelle Gazertown, qui est une application qui est sortie il y a 1 an ou 2, qui une application de gestion de communauté en ligne. Alors, il y a une visio qui est incorporée, donc ce qui évite d'avoir plusieurs outils. Il y a de nombreuses fonctions d'interactivité, donc ça c'était très important. Il fallait que je puisse fabriquer mes jeux à l'aide d'un outil. Alors moi j'appelle ça une plateforme ludique parce qu'il y a plein d'éléments de base comme à la base, il y a plein d'applications qui sont fournies à l'intérieur, qui sont ludiques, donc c'est ce que j'appelle autosuffisant, mais on peut aussi mettre des liens
des applications tierces, des vidéos, etc. Et puis, je le fais volontiers. Ça a un look 2D pixelarisé, donc c'est le lien avec le jeu, on l'a au niveau du visuel. L'utilisation est simple, c'est-à-dire que même des gens qui sont très peu familiarisés avec l'informatique arrivent à se déplacer avec juste des flèches, ça change des environnements 3D. C'est très facile d'activer les éléments. La personnalisation est très avancée. Alors ça, c'est un des gros points forts de Gazertime par rapport à tous ses concurrents. C'est qu'on peut faire... Il n'y a quasiment pas de limite. C'est juste du temps. Et c'est une application web qui est en constante évolution. Moi, je suis devenu partenaire avec eux. J'ai accès à leur version bêta, à des fonctionnalités particulières. Ça bouge énormément, énormément. Donc voilà, c'est un produit qui est vraiment très, très intéressant. Alors voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui connaissent pas forcément. Alors, je remets quand même le zoom pour voir s'il y a des trucs de questions ou quoi. Non, c'est bon. Je vous laisse gérer les questions, hein. Ça marche. Oui, Ok. oui, pas de souci, Thierry. Donc voilà, là je vous ai mis plusieurs écrans. Voilà à quoi ça peut ressembler. Alors ce qu'on a en haut à gauche, c'est tous les éléments standards qu'on peut vous proposer pour customiser vos espaces. À droite, vous avez un exemple d'environnement graphique qui a été développé à l'extérieur et qui a été importé. En bas à gauche, vous avez le développement du jeu que j'ai sorti l'année dernière qui s'appelle Planète Agile. Et puis à droite, vous avez un autre exemple que j'utilise assez souvent. Dès que j'ai des groupes en formation, en fin de compte, je recrée, j'ai comme dans le réel, des tables avec des personnes qui vont pouvoir se mettre par table, qui vont pouvoir communiquer entre elles. Donc on est très très proche du réel et on n'a pas besoin d'avoir des choses forcément très très sophistiquées. L'avantage de ces plateformes, c'est qu'on va y ajouter des éléments en temps réel sans que ça perturbe les utilisateurs. Et donc, on va avoir non pas quelque chose de statique, mais quelque chose de vivant. Voilà. Et notamment, si vous voulez ouvrir des portes, si vous voulez rajouter des objets, des liens. Alors, la première formation que j'ai passée sur Gazertime, c'était pour apprendre l'approche agile lorsqu'on travaille en équipe. Alors, c'est basé sur l'avantage, c'est qu'Agile, c'est un référentiel métier qui s'appelle le Manifeste Agile, qui est basé sur 4 valeurs et 12 principes, ce qui nous donne des objectifs opérationnels et smart bien précis. Donc ensuite, pour organiser des défis, c'est l'idéal. Et dans le programme d'information, il y avait aussi la méthode Scrum. Alors, dans les méthodes d'Agile, on utilise aussi le management visuel qui vient du Lean. Donc ça aussi, on savait faire. Et puis Scrum, il y a aussi un référentiel métier. Voilà. Et donc c'est grâce à ces différents référentiels que j'ai pu fabriquer le contenu pédagogique et que je l'ai mis en scène, avec cette plateforme ludique. Alors je l'ai mis en scène d'une certaine manière. J'ai créé une histoire 2021, la crise sanitaire sur la Terre. Un groupe commando de personnes est envoyé en orbite sur un satellite afin de développer des super pouvoirs. Donc on a une zone d'entraînement sur Terre, une station spatiale. On a des défis à réussir une fois qu'on est en entraînement dans la station spatiale. Et la mission, c'est revenir ensemble sur Terre pour sauver le monde professionnel de la crise économique avec une approche adéquate et en l'occurrence agile. Alors voilà à quoi ça correspond. J'ai globalement 2 zones. Hein, la zone qui est sur la Terre, qui s'appelle Access Zone, qui est la phase, si on se repère par rapport aux 3 temps pédagogiques de Nicole Tremblay, on a la phase d'introduction qui se fait dans l'Access Zone. On a toute la phase d'animation de l'information qui se fait sur le satellite. Et ensuite, on a le débrief du jeu, qui se fait lors du retour sur Terre. Dans la phase d'introduction, en fin de compte, c'est un training level. Hein,
En game design, on appelle ça un training level. On va découvrir l'interface, les commandes. On va commencer à travailler en mode collaboratif. On va commencer à communiquer parce qu'en fin de compte, ce niveau-là, il y a tout un tas de défis qui sont là pour développer tout ça. Hein. Donc là, on n'est pas encore sur de l'agile, mais on est sur du comportemental, sur la découverte technique de toutes les sortes d'objets sur lesquels on va pouvoir interagir. Et puis, ça va permettre aussi de détecter les profils de participants. Alors, qui a besoin d'aide, qui peut être leader par la suite, qui peut être facilitateur, qui est efficace, qui arrive à faire le job, qui arrive à résoudre les énigmes, qui peut avoir une vue d'ensemble. Alors, c'est pas exhaustif. Mais grâce à ça, on commence déjà à avoir une idée un petit peu des équipes avec lesquelles on va aller. Et puis, par la suite, lorsqu'on va constituer des équipes, on prendra d'abord un leader un peu détecté pour amorcer les choses, et puis de toute façon, après, on changera les rôles. Alors, une fois qu'on quitte ce niveau-là, on va se retrouver dans la phase d'animation dans laquelle on va se retrouver, alors je vais vous montrer des images, je pense pas qu'on aura le temps de jouer, mais je vais vous montrer des images. On se retrouve avec un ensemble de plein de types de jeux. Alors des jeux de mémorisation, ça c'est pour les connaissances. Des jeux de rôle, ça c'est pour le développement des compétences. Des jeux de simulation, des jeux d'association, des jeux de cartes, un escape game aussi, sur lequel je suis revenu. Tout ça, ce sont des composants qui doivent être remplaçables en fonction des besoins. Tous ces jeux-là, je dois avoir une version analogique et une version numérique. Donc sur Gazerton, j'ai la version numérique, et tout ce que je fais sur Gazerton, je dois pouvoir le faire aussi en présentiel. Et puis, même en présentiel, je ne vais pas hésiter à utiliser du multimodal. Bon bref, Gazerton me sert à faire du distanciel, mais du distanciel compatible présentiel. Alors comment ça se passe à l'intérieur avant de voir les écrans? En fin de compte, il y a des jeux thématiques qui sont séquencés sous forme de sprint. C'est ce qu'on retrouve dans le mode agile. C'est-à-dire que dans le mode d'apprentissage, on est déjà dans le mode de fonctionnement d'agile. Donc on a des sprints qui sont des boîtes de temps sur lesquelles sont répartis différents jeux. Voilà. Et ces jeux s'enchaînent. Ensuite, pour chacun de ces jeux, en fin de compte, on va retrouver des grands thèmes de l'agilité. On va puiser ça dans le manifeste agile et dans le Scrum Guide. Là, je vous ai mis quelques exemples qui sont pas forcément le coup des chamallows. Forcément, on va pas monter des chamallows, mais on aura une activité qui travaille exactement sur les mêmes mécanismes. Et donc, c'est comme ça qu'on va traiter un thème par sprint de manière à aborder tous les éléments d'agile. Alors ça va être la trame principale de la formation. Et puis, autour, dans l'environnement, il y a tout un tas de jeux qu'on va pouvoir utiliser à des moments où on aura plus de liberté. C'est aussi des jeux sur lesquels on devra venir chercher de l'information pour pouvoir réussir les différents défis. Et là, j'ai deux éléments que j'ai appelés des scanners de cerveau, qui sont deux tests de connaissances qui, au tout début de l'aventure, on est en mode pilotage par le formateur. Donc, à l'intérieur, il y a du contenu aussi, donc qui arrive petit à petit. Et puis, une fois que tout le monde est passé dans ce scanner, avant de rentrer dans la station, les jeux, ils passent en autonomie. C'est-à-dire que les gens peuvent revenir régulièrement et aller se tester jusqu'à la fin pour voir s'ils augmentent leur score. Ensuite, il y a d'autres éléments. Alors, je ne vais pas tous vous les passer, mais il y a des vidéos sur lesquelles, des vidéos qui seront actuellement publiquement sur le net, dans lesquelles il y a des erreurs flagrantes, et donc il va falloir aller détecter les erreurs par rapport à des référentiels qui sont accessibles avec des bornes. Voilà. Et il y a un jeu qui s'appelle Chronoline, Planète Agile, qui à la base était un jeu d'introduction des concepts clés de l'agilité, et qui est devenu un élément qui est à la base piloté par le formateur, et ensuite les apprenants peuvent revenir dessus et jouer entre eux. Et c'est un jeu qui est devenu très très grand.
Alors, celui-là, ce fameux jeu-là, en fin de compte, c'est un jeu de cartes. Euh, je, je cherchais un mécanisme de jeu qui me permettait de retranscrire l'historique des éléments clés de l'agile. Alors j'ai commencé à créer un jeu. Ensuite, je me suis aperçu qu'il existait un, un timeline sur le net, mais qui était très très pauvre en termes de gameplay. Donc, j'ai pris les éléments de gameplay qu'ils avaient et j'ai rajouté tout ce qu'il n'y avait pas. Et c'est devenu un jeu en ligne. C'est aussi un jeu de cartes qui sera bientôt en vente. Et ce jeu-là, bah, il y a 3 catégories de cartes, il y a 3 types de gains. On peut gagner des points, on peut en perdre. Euh, on a différentes versions, on peut utiliser plus ou moins de cartes. Le jeu est orienté gagnant quand même. On alterne les modes compétition, collaboration, et puis on peut en faire plusieurs applications. On peut en faire de l'icebreaker, on peut en faire de, de l'introduction, on peut en faire de l'ancrage. Donc c'est un jeu qu'on a utilisé vraiment dans tous les sens. Voilà pour un petit peu le gros de cette application. Et puis, donc ce jeu a été utilisé plein de fois depuis le mois de juillet. L'idée ensuite, ça a été pardon, de dire bon, ben, ça a fonctionné avec Gazer. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec aussi de la gestion de projet, des formations en communication de projet, collaboration de projet, ou en ludopédagogie? Alors là, je suis repassé sur une plateforme beaucoup plus basique, sur laquelle j'ai refait ce que je pouvais avoir dans une salle de formation, donc une grande salle, sur la partie de droite, un peu plus conférence, et puis des tables de travail avec des espaces privés, avec des espaces collaboratifs. Ça fonctionne très bien. Alors on l'utilise pas forcément pendant toute la formation, mais dès qu'on est en mode travaux dirigés, on bascule directement sur l'environnement et on est très proche de, de ce qui se passe en présentiel. Et puis la nouvelle mouture qui est en train de se greffer, c'est pour des formations en gestion de projet et en ludopédagogie, une structure de zone, de salle, qui dépend du contenu qu'on a à enseigner. Là, typiquement, en gestion de projet, il y a 10 domaines de gestion de projet. Et il se trouve que, en fin de compte, j'ai commencé à répartir chaque domaine dans chaque pièce, ce qui, en fin de compte, crée intuitivement un parcours ludique. Lorsqu'on va être sur une formation immersive, c'est-à-dire qu'on va jouer à un jeu pendant 2 ou 3 jours, et en jouant à ce jeu, on va apprendre la gestion de projet, et puis tous les différentes méthodes, les différents outils. Grâce à ce premier jeu de cartes qui était autour d'Agile, en fin de compte, il y en a un deuxième qui s'est créé autour de la gestion de projet, qui est un peu dérivé de l'Agile, puisqu'il y avait tous les éléments. Et il y en a un autre qui a été créé au mois de janvier sur la ludopédagogie. Par rapport à l'évolution des jeux de cartes, on a rajouté l'utilisation partielle, la pondération des cartes, la diversification des champs d'application et l'alternance des modes compétitifs, collaboratifs, coopératifs. Donc les cartes que j'ai maintenant sont multi-utilisation, on peut les utiliser en dehors du jeu, on peut les réutiliser même dans les sprints pendant le jeu. Alors, comme il me reste 4 minutes, je peux quand même vous montrer à quoi ça ressemble. C'est dommage qu'on puisse pas jouer. Hein. Ah, super. Alors, là, typiquement, on a l'access zone ici, hein, sur lequel tous les participants arrivent. Et puis, ils ont chaque type d'éléments qu'ils vont retrouver sur le satellite. Donc, ils vont apprendre à utiliser les tableaux collaboratifs, les bornes d'arcade, les vidéos. Il y a déjà un code d'accès à trouver pour pouvoir passer, pour pouvoir partir dans la station satellite. Donc, il y a des éléments partout, plus ou moins cachés. Vous voyez, il y a une pièce à droite, et on y accède. Apparemment, il n'y a pas de porte, donc il faut pouvoir y accéder. Et donc, ça oblige les participants déjà à naviguer, à utiliser toutes les commandes, à communiquer, à centraliser des informations. Ça oblige à mettre des stratégies. L'auto-organisation, c'est un des principes d'Agile. Alors, une fois qu'ils ont les codes,
ils peuvent passer directement sur la station spatiale. Qui est modifié à chaque session de jeu, parce qu'en fin de compte, j'utilise pas forcément. Alors, on a les 2 scanners de cerveau lorsqu'ils arrivent. Tant qu'ils ne les ont pas passés, la porte, elle est fermée. Et puis ensuite, on retrouve, là, par exemple, c'est une configuration pour 2 équipes. C'est assez prenant quand même, 2 équipes de 8 personnes à gérer. Donc, elles ont chacun leur tableau de management visuel, leurs différents outils. Ici, on retrouve tout un tas d'activités. Alors, il y a des erreurs à trouver sur les vidéos, il y a des documents de référence, il y a les sites de référence, bref, il y a énormément d'informations tout au long voilà, ici de la planète satellite. Il y a des zones où on peut se retrouver, il y a un élément avec une roue où on peut se lancer des défis les uns les autres pour expliquer ce qu'est un terme par rapport à une autre personne pour vérifier qu'on a bien compris. Et puis ici, on retrouve les fameuses bornes d'arcade sur lesquelles on va retrouver, par exemple ici, le fameux jeu qui est pas celui-là, parce que j'en ai lancé plusieurs. Parce que j'en ai lancé plusieurs. Hein. C'est pas le bon. Voilà. Non, il est sur la ludopédagogie. J'ai pas mis à jour le lien. C'est pas grave, je vais vous lancer là. Hop. S'il veut bien. Parce que je les ai bidouillés juste avant de venir. Bon, je vous montrerai pas celui-là, je vais vous montrer l'autre. Qui est sur le même principe, hein, qui est sur la ludopédagogie. Donc, on accède au jeu par ce biais-là, et voilà, il y a tout un tas d'activités que je rajoute, que je retire, en fonction de ce qui se passe, en fonction du nombre de personnes. Et puis, une fois qu'ils ont atteint en fin de formation des scores, puisqu'ici, ils peuvent se tester relativement correct, on peut retourner sur l'accès zone sur laquelle on fait le débrief. Donc ça, c'était pour la planète agile. Ça, je voulais juste vous montrer à quoi correspond l'interface d'administration actuellement d'une zone gazeur pour faire de la gestion de projet, avec les répartitions des zones de communication. Alors ça a la particularité, c'est que le fond graphique, Christelle. Voilà, parfait. Il est fait à l'extérieur. Il est fait à l'extérieur de Gazer, et ce qui permet de varier complètement. Alors, ça, en termes d'utilisation, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, par exemple, sur lequel, voilà, c'est relativement dépouillé en termes de graphique, parce que je fais de l'import externe. Alors, ce qui est bien important dans ce type de plateforme, c'est de gérer la communication. Parce qu'on peut avoir beaucoup de personnes, et là, par exemple, j'ai des points de communication qui sont stratégiquement répartis à droite et à gauche. Voilà. Et juste pour terminer, le fameux jeu de cartes sur la ludopédagogie, qui est le dernier sorti typiquement de... Voilà. Hop, je mets la main, je me déplace. Voilà, typiquement, on se retrouve avec ça marche à peu près pour une dizaine de personnes. Après, c'est ingérable. On prend une carte, typiquement celle-là, on la retourne. Est-ce que quelqu'un sait en quelle année le livre Jouer à apprendre de Bruguière a été sorti? Ceux qui ont fait le début devraient le savoir. Bref, voilà. Et on part avec ça. Et puis, chaque joueur va pouvoir découvrir une nouvelle carte. Il va devoir positionner
il va découvrir un nouveau concept et là, typiquement, bah, est-ce que je me mets à gauche, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après, alors on met ici, bah, ok, c'est bon, et on marque les points qui sont ici, mais par contre, on peut aussi en perdre. Ça dépend du mode de jeu que vous choisissez, et puis vous pouvez amener les gens à collaborer pour éviter de perdre des points, pour passer à la main à quelqu'un d'autre. Et dedans, on retrouve tous les concepts de la ludopédagogie, mais aussi les jeux clés, par exemple le premier serious game pour apprendre à lire et à écrire, à Dibou, on retrouve les premiers jeux agiles euh, hyper standards, et en fin de compte, on a énormément de cartes, et à chaque fois avec beaucoup d'informations derrière, plus un tableau Excel qui permet d'avoir d'autres informations. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Ça a été super intéressant. Thierry, ben, on pourrait en parler pendant des heures. J'adore Gazerton. Ce que je vous propose, c'est qu'on a un serveur Discord pour la ceux qui est en train de se monter, et on va faire notre première réunion mercredi prochain à 18 h en ligne via D'accord. Gazertown. Et donc, si ça intéresse des personnes, contactez-moi. Il y a déjà plein de personnes qui vont venir. Et c'est un projet qu'on avait déjà à l'époque du DU, et puis on l'a modélisé, on y réfléchit, et ça se concrétise. Ben, on va y aller, bien sûr. Si c'est sur Gazer.